Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Béatrice et je serai votre coordinatrice aujourd'hui. Alors, on est très ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui avec nous pour le webinaire 3 clés de la prospection sur LinkedIn avec Karine Collet, formatrice sur les réseaux sociaux ainsi que Content and Community Manager à son compte. Donc, je vous mettrai son lien vers le LinkedIn dans le chat. N'hésitez pas à la suivre. Bonjour Karine. Bonjour. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Merci à toi d'animer ce webinaire et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, pour rappel, nous sommes l'accélérateur du numérique d'Amazon France. Donc, on propose 4 formats éducatifs, la formation en ligne, les webinaires comme celui-ci, les bootcamps ainsi que le coaching. Et notre programme de formation, il couvre vraiment différents sujets, que ce soit de la création d'entreprise à la logistique, en passant par le marketing. Et il s'est développé avec le soutien de plusieurs experts en leur domaine. Et aujourd'hui, nous avons donc l'honneur d'avoir Karine avec nous. Et donc, avant la présentation du jour, je vais rapidement passer en revue la structure du webinaire. Donc, on aura 40 à 45 minutes de présentation et on terminera par 10 à 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et à poser vos questions tout au long de la présentation dans la petite section qui se trouve à droite de votre écran. Et bien entendu, le webinaire sera disponible en replay. À présent, je te laisse la main, Karine. Génial, bah, merci. Donc du coup, oui, bonjour. Moi, c'est Karine et on va parler des 3 clés de la prospection sur LinkedIn. Alors, avant tout, donc comme l'a si bien dit Béatrice, qui suis-je? Je suis Karine. Je suis freelance dans pas mal de choses. J'aide dans la lead generation, dans la formation sur les réseaux sociaux. Et je suis aussi content et community manager. Voilà, je savais pas me décider, donc j'ai décidé de faire plein de choses à la fois. Aujourd'hui, donc, on va voir les 3 clés qui sont optimiser le profil LinkedIn, publier sur LinkedIn et prospecter sur LinkedIn. Donc, 3 clés super importantes pour réussir sa prospection sur LinkedIn. Et déjà, avant de commencer sur LinkedIn, il faut savoir si c'est le réseau adapté pour nous. Euh, En vrai, les réseaux sociaux, ça va dépendre de qui est notre cible. Si on veut prospecter sur LinkedIn, c'est plutôt pour une cible qui va être entre 20 et 65 ans, qui va être plutôt dans le B2B, même si le B2C est possible, c'est vrai qu'on va plus trouver des clients B2B, donc des business, donc business à business, alors que B2C, on va plutôt être sur du business à client, comme dans ce cas-là, on va dans des magasins, ou enfin quand on vend en particulier. Et surtout, pour trouver nos prospects sur LinkedIn, on va pouvoir utiliser que des filtres professionnels. Ça veut dire que ça sert à rien de chercher par âge, par genre, etc. Là, on va vraiment être sur des profils plutôt, comment dire, on va aller chercher si la personne est dans une grosse boîte, une petite boîte, le job de la personne, à la limite la localisation de la personne, ça va être l'une des seules choses qu'il va y avoir en commun avec les autres réseaux sociaux. Mais voilà, c'est un réseau assez spécial là-dessus et donc il faut être sûr qu'on est concerné avant de se lancer dessus. Donc, on va commencer par optimiser le profil LinkedIn et en premier, la photo. La photo, c'est super important parce que c'est ça qui va vraiment, enfin, c'est la première chose qui va voir votre prospect quand il va vous voir sur LinkedIn. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger. C'est pour ça que moi, je vous conseille qu'elle soit récente, de qualité. Donc, pas de photos avec trop de pixels, sinon ça gâche un peu la chose. Bien sûr, il vaut mieux que vous soyez seul sur la photo. Ce serait dommage que la personne ne soit pas capable d'identifier quelle personne vous êtes entre plusieurs. Le mieux, c'est que votre buste soit visible, tout simplement parce que si on voit vraiment que votre tête est encerclée, c'est très, très étrange à regarder. Je vous laisserai faire le test. C'est plus conseillé qu'on voit seulement votre buste et pas besoin aussi qu'on voit tout votre corps, sinon on ne pourra pas se focaliser sur les détails et on ne saura même pas reconnaître votre tête. Et votre tête, ça reste tout de même l'image et c'est important que la personne puisse voir votre tête en détail.
Le mieux, c'est qu'elle respecte votre personal branding. Donc, si jamais, par exemple, vos couleurs, comme moi, sont le rouge et le bleu, c'est important qu'elles soient représentées sur la photo. Vous pouvez aussi mettre un avatar si vous n'êtes pas confortable avec le fait qu'on voit votre tête. Mais le mieux, voilà, ça reste tout de même de mettre une image où on voit une tête de quelqu'un, que ce soit un avatar ou une personne. C'est mieux que, par exemple, je sais pas, une photo d'un tableau ou n'importe quoi. Au niveau des dimensions, c'est 400 x 400 pixels. Donc ça, c'est si jamais vous voulez vraiment prendre le temps de bien paramétrer votre photo. Et sinon, vous pouvez tout simplement aller sur des sites comme Canva qui vont directement vous donner les dimensions idéales. Vous pouvez faire votre photo aussi sur PFP Maker. C'est un site que je conseille parce qu'en fait, ça va vraiment faire une photo idéale pour LinkedIn. Vous pouvez, comment dire, ça va détourer votre tête. Donc, même s'il y a un fond qui est pas uni, qui est pas forcément professionnel, vous pouvez du coup mettre votre photo sur ce site. Ça va la détourer. Vous allez avoir que votre photo qui ressort et vous pouvez même choisir la couleur qu'il y aura en arrière-plan. Vous pouvez choisir s'il y aura des ombres, des symboles, des formes. Enfin, c'est vraiment super cool. Donc voilà, je vous conseille d'essayer. C'est super bien comme site. Ensuite, la deuxième chose que les gens vont voir quand ils vont visiter votre profil et donc qui est super importante à optimiser, c'est votre bannière. Votre bannière, il faut que, en la lisant, on puisse comprendre ce que vous faites ou ce que vous vendez. Il faut éviter qu'il y ait quand même trop d'informations dessus parce que sinon ça va perdre la personne. Bon, je vous laisse les dimensions si jamais vous avez besoin. Mais je vous conseille quand même de marquer dessus ce que vous faites, ou du moins des termes qui permettent de comprendre ce que vous faites, plutôt que de ne rien mettre. Parce que, en fait, vous ratez une chance de vous mettre en avant. La personne, comme ça, elle n'a pas besoin d'aller chercher dans les petites lignes de votre LinkedIn, par exemple votre site web, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, tout ce qui vous semble important, ce serait cool qu'il se soit mis en avant. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, faut essayer d'aérer les informations, de mettre, comme je l'ai marqué, 3 typos ou couleurs maximum, mais ça compte pour les informations. Il faut éviter de surcharger. Sinon, vous allez perdre cet effet vitrine. Vous allez plutôt transformer ça en trop d'informations et perdre la personne. L'autre chose à optimiser sur votre profil LinkedIn avant de prospecter, ça va être le titre. Le titre va apparaître quand vous allez publier sur LinkedIn, quand vous allez commenter, et on le voit dès qu'on arrive sur votre profil LinkedIn. Bon, là, c'est mon ancien titre et mon ancien profil LinkedIn. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Euh, Comme vous pouvez le voir, il faut être explicite. Donc, essayez de trouver une phrase d'accroche. Des fois, c'est bien mieux de mettre comment vous pouvez aider vos prospects plutôt que de mettre ce que vous faites en mettant le métier et, par exemple, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, voilà. Moi, quand j'avais mis ça, j'avais déjà commencé en freelance, mais à côté, j'étais content et community manager pour Wallaxy. Ça aurait été beaucoup moins vendeur pour moi de mettre content et community manager pour Wallaxy. C'est beaucoup plus cool de mettre que mon but, c'est d'aider les gens à doubler leurs ventes et mes capacités. Sachant qu'en plus, c'est des mots-clés que vous allez pouvoir, comment dire, ressortir dans des recherches. C'est-à-dire que si une personne cherche doubler vente, ce qui arrive rarement, elle peut tomber sur votre profil. Donc, c'est super important de ne d'optimiser au maximum ce que vous mettez dans votre titre. Sans trop abuser, c'est mieux de rester en dessous de 2 lignes, enfin 2 lignes maximum. Au bout de 3 lignes, ça commence à faire beaucoup d'informations, surtout qu'en général, il n'y a que la première ligne, et encore, si ce n'est moins, qui est visible quand vous commentez ou quand vous publiez. Donc voilà, je vous conseille de vraiment mettre la phrase la plus importante en premier et de mettre un peu d'emoji aussi parce que les emojis vont ressortir quand vous publiez et encore une fois quand vous commentez. C'est tout bête, mais un emoji de couleur sur du noir et blanc, ça ressort tout de suite. Donc c'est pour ça que on le dit souvent, mais les emojis, c'est vachement important. Surtout à notre époque, où les informations bougent très vite. Maintenant que votre profil est optimisé, ou le sera une fois que vous aurez suivi ça, il va falloir publier sur LinkedIn. Alors ça, c'est pas une étape obligatoire, mais c'est une étape que je conseille parce que ça va vous aider à prospecter. Avec le profil LinkedIn, en l'optimisant, vous avez déjà une vitrine qui est visible et donc la personne, sans même que vous l'ayez contactée, si elle tombe sur votre profil, elle peut savoir qui vous êtes et ce que vous proposez. La deuxième chose, si vous êtes trop timide pour envoyer des messages ou même si vous ne savez pas encore quand vous y prendre, etc., c'est de publier sur LinkedIn parce que rien qu'en publiant sur LinkedIn, vous pouvez trouver des clients.
Donc pourquoi publier sur LinkedIn? Parce que vous pouvez gagner en visibilité, parce que vous pouvez affiner votre personal branding, ce qui est super important, parce que vous pouvez démontrer votre expertise et donc pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre, et vous pouvez vous créer une audience. Et cette audience, en grandissant, soit vous allez trouver des clients dedans, soit ces personnes peuvent être vos premiers porte-parole, ambassadeurs pour trouver des clients. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous conseille de ne pas lésigner. Si jamais vous vous sentez capable de publier sur LinkedIn, ce qui je sais n'est pas donné à tous, ou du moins on s'en sent pas forcément capable, alors que franchement, je pense qu'on peut tous publier sur LinkedIn si on le souhaite. Euh, voilà, vous créez une audience, publiez sur LinkedIn, c'est à vous de voir si vous voulez le faire, mais on va parler de ça parce que c'est vraiment très important. Donc de quoi parler quand vous voulez publier sur LinkedIn? Je sais que vous devez sûrement vous poser cette question. Eh ben, moi, je vous conseille de parler de ce que vous aimez, parce qu'avant tout, il faut être authentique. Voilà, je pense que les posts que tout le monde déteste sur LinkedIn, bon, si on peut se mettre d'accord là-dessus, c'est les posts où les gens en font trop et ça se voit que ce qu'ils disent est totalement faux. C'est ou alors les mèmes de chats, enfin oui, les vidéos de chats, les vidéos qui clairement sont volées de d'autres personnes d'ailleurs et qui les personnes sont même pas créditées. C'est pas forcément ce qu'on attend de voir sur LinkedIn. Sur d'autres réseaux sociaux, pourquoi pas, mais sur LinkedIn, on va aller engager souvent plutôt sur des posts qui nous plaisent. Donc, en étant authentique, vous avez déjà une chance de plaire aux gens pour qui vous êtes. Ce que vous auriez aimé savoir quand vous étiez débutant. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont débutantes et donc vous pourrez toujours aider de nouvelles personnes même si, je sais pas, ça fait que un an que vous êtes dans le métier, en un an, vous avez appris des choses. Si vous faites le bilan, que vous vous posez devant votre ordinateur, vous ouvrez une note et vous saisissez tout ce que vous avez pu apprendre en un an, vous verrez que vous pouvez faire au moins un mois de post LinkedIn. Et même si c'est des tout petits détails qui vous semblent inutiles, c'est des choses qui peuvent vraiment servir à d'autres personnes qui débutent totalement dans le domaine. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que souvent, on a un peu le syndrome de l'imposteur. On se dit, oui, mais moi aussi, je suis débutant. Oui, mais il y a toujours plus débutants. Et s'il y a des sujets où vous vous sentez d'avoir raison dans ce que vous dites, peut-être pas expert dans le domaine, mais si vous sentez que vous pouvez instruire des personnes là-dessus, et n'hésitez pas à en parler. Vous allez vraiment pouvoir aider des gens. Et franchement, même si vous avez déjà vu des gens en parler, tant que ce n'est pas un copier-coller ou tant que ce n'est pas vraiment très inspiré, c'est totalement OK de parler du même sujet dont quelqu'un a déjà parlé, parce que vous pouvez l'aborder d'une autre façon, vous pouvez ajouter des informations dessus. Et puis de toute façon, je pense que maintenant, c'est rare d'avoir un topic qui n'a jamais été utilisé dans le monde. Ensuite, vous pouvez parler de ce qui plaît à votre audience. Alors, pour ça, il faut déjà avoir une audience. Au tout début, vous allez la construire, donc c'est à vous de choisir ce dont vous allez parler. Et ensuite, vous verrez que il y a des choses qui plaisent plus ou non quand vous publiez. Et donc, vous pouvez décider de suivre le flow ou de suivre une autre direction, comme vous le voulez. Du moins, petit à petit, vous arriverez à voir quel poste fonctionne le mieux et donc vous saurez quel euh, contenu peut plus vous servir ou non pour gagner en visibilité. Et la dernière chose dont je vous conseille de parler, c'est des sujets clivants. Quand je dis des sujets clivants, c'est que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses quand vous ne satisferez pas tout le monde. C'est quelque chose qui est dur à entendre, ça peut toujours mettre mal à l'aise de se dire qu'on va avoir des haters, même si je dirais pas que ça va jusque-là. Mais avoir des commentaires négatifs, c'est tout de même avoir des commentaires. Avoir des commentaires, c'est avoir un engagement, et un engagement va booster votre poste et vous apporter plus de visibilité. Et je pense qu'avoir un poste qui peut porter à débat, et quand je dis ça, je ne parle pas d'un débat trop puissant, mais un poste où vous donnez votre avis clairement. Par exemple, ça peut être my unpopular opinion. Moi, je j'aime pas la coriandre. Pourtant, tout le monde aime ça. C'est faux, c'est plutôt l'inverse. Mais si vous dites par exemple, j'aime la coriandre, très peu de personnes aiment ça, vous allez sûrement avoir des gens qui vont faire, bah non, moi j'aime ça. Bien sûr, ce n'est pas un sujet utilisé pour LinkedIn, c'est pas forcément le réseau adapté. Mais vous voyez où je veux en venir. Il y a ce truc où quand vous dites quelque chose où des gens vont se sentir totalement dans l'avis inverse, ils vont avoir cette envie de commenter. Et je pense qu'il ne faut pas être fermé au débat. Au contraire, d'ailleurs, vous avez encore plus une chance en commentaire de réaffirmer votre avis et d'expliquer pourquoi votre avis peut être juste aussi. Et puis de toute façon, dans les sujets clivants, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Le but, c'est que chacun donne son avis. Donc je pense que c'est vraiment important de réussir à utiliser des sujets clivants à son avantage.
Quand publier? Alors ça, c'est autre chose de très important. Déjà, je tiens à dire que, comme je l'ai dit tout en bas, les horaires et les jours sont une légende. En fait, vous n'allez pas avoir plus de succès si vous publiez le lundi à 11 heures parce que tel site vous a dit que si vous publiez le lundi à 11 heures, vous auriez plus de vues. Parce que tout simplement, si tout le monde suit cette logique, il y aura beaucoup plus de posts LinkedIn publiés le lundi à 11 heures et le vôtre a plus de chances de se perdre dans tous les posts. Donc c'est à vous de publier quand vous voulez, à votre rythme et surtout, commencez par un rythme qui vous semble tenable. En gros, si vous pensez qu'au début vous pouvez publier qu'une fois toutes les 2 semaines, il faut commencer là. Moi, je vous conseille de commencer par ce qui vous semble faisable et ensuite d'augmenter. Parce que dans le sens inverse, LinkedIn ne va pas forcément aimer cette approche. Lui, il aime bien quand on est régulier. Donc, par exemple, on se dit, bon, là, je vais réussir à faire qu'une fois par mois. Je commence par une fois par mois. Ok, j'ai réussi une fois par mois, je veux passer à 2 fois par mois, etc., etc. Même si vous avez plein d'idées, essayez de les étaler dans le temps. Et plus le temps vous semble long, par exemple, si vous avez 3 mois de contenu en avance, ok, bon, je vais essayer de resserrer le rythme, mais dans ce cas, dans les 3 mois prochains, il faut que j'ai le même rythme. Et en faisant de cette façon, LinkedIn va de plus en plus vous mettre en avant parce qu'il va voir que vous êtes régulier, que vous publiez des contenus en plus qui ont des réponses. Et franchement, il faut toujours commencer par petit. Et si on sent qu'on peut faire plus, on fait plus. Mais toujours essayer d'être régulier, c'est le plus important. Et je vais enfin vous expliquer la méthode sacrée pour publier sur LinkedIn. Alors, quand vous publiez sur LinkedIn, il faut respecter la méthode tofu, mofu, bofu, qui n'est pas forcément connue de tous, mais qui peut s'appliquer à beaucoup de sujets. Alors, la méthode tofu, mofu, bofu, je me perds. Tofu, donc c'est le haut de l'entonnoir. C'est des sujets très larges où beaucoup de personnes vont s'identifier au sujet dont vous parlez, mais du coup, c'est pas un sujet forcément qui montre votre expertise ni rien. Ça se trouve, c'est même un sujet qui est en dehors de votre domaine. Par exemple, en sujet tofu, vous pouvez faire un post sur quelque chose auquel tout le monde s'identifie. On va dire qu'il y a beaucoup de queues dans le métro à 8 heures. Alors, c'est horrible, faut attendre les métros et tout, trop relou. Ce genre de sujet, beaucoup de personnes vont s'y identifier, beaucoup de personnes vont aimer, commenter, lire le post, s'il est bien formulé, mais du moins c'est un sujet où beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Ce post va vous faire gagner en visibilité. Une fois que vous avez gagné en visibilité, il va falloir montrer vos connaissances. Et c'est là qu'on va passer à la méthode MOFU. Donc MOFU, le milieu de l'entonnoir, ça va être de commencer à montrer vos compétences pour des personnes qui ne sont pas habituées à ce domaine. Votre but, c'est d'essayer d'écrire pour votre nouvelle arrivée d'audience qui a vu votre post et maintenant, en fait, vous essayez de lui dire, Hello, au fait, t'as aimé mon post là-dessus, mais moi, d'habitude, je publie sur tel sujet. Donc, imaginons que vous publiez sur du SEO, bah là, ça va être le moment de faire un post pour expliquer très brièvement ce qu'est le SEO et pourquoi c'est simple. Le but, c'est d'essayer d'être le plus vaste mais compréhensible possible. Là, vous vous adressez pas à des personnes qui sont douées en SEO, qui s'y connaissent, qui ont eu un avant-goût. Vous vous adressez à une cible très large et vous savez même pas si elles s'y connaissent. Donc le but, c'est de vraiment réussir à rester euh, avec un discours pour débutants. Là, du coup, les personnes qui sont intéressées, qui sont piquées par ce que vous dites, vont aussi engager sur ce poste. Vous tenez une audience que vous pouvez réussir à fidéliser. À partir de là, vous pouvez aussi publier du beau fou qui va permettre aux personnes, donc le bas du tunnel, le bas de l'entonnoir, ça va permettre aux personnes qui s'y connaissent en SEO de savoir que vous y arrivez aussi, que vous vous y connaissez. Super cool. Ça va aussi permettre aux futurs clients d'être rassurés et de savoir que vous êtes un expert dans le domaine et ça va aussi permettre de faire un petit tri dans votre audience sur les personnes qui ne sont pas forcément intéressées dans tous vos sujets. Le but, c'est bien sûr de ne pas faire tofu, mofu, bofu tout le temps, c'est de mixer. Vous pouvez faire un contenu tofu, puis un contenu bofu, puis un contenu mofu. Mais en faisant tout ça, c'est surtout que ça va suivre 3 grands axes. Le tofu va vous donner de la visibilité, ça va vous apporter une nouvelle audience à chaque fois. Le mofu va vous permettre de garder les personnes intéressées. Et le beau fou va vous permettre de montrer vos connaissances et de montrer que vous êtes là, vous êtes bon dans votre domaine. Donc c'est super important de savoir mixer entre ces 3 méthodes. Voilà. Une fois que vous savez faire ça, il y a autre chose à faire pour réussir à publier sur LinkedIn et publier bien. C'est de faire de l'engagement mutuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que LinkedIn vous mette en avant si vous n'allez jamais liker et commenter les posts des autres.
Le mieux, c'est c'est pas d'aller publier, enfin, comment dire, c'est pas d'aller liker et commenter chez des gens qui vous répondront jamais. Les premières personnes avec lesquelles vous pouvez engager mutuellement, c'est celles qui commentent vos posts. Si vous vous abonnez à elles, si vous décidez d'aller liker leurs posts, d'aller commenter, les personnes d'ailleurs vont du coup aussi se dire, oh, il a été super sympa, il m'a boosté sur ce post, je vais le booster sur le sien, etc. Ce truc, c'est super cool parce que LinkedIn se dit que vous publiez, mais pas que, vous allez aussi voir les autres. Et du coup, ça va vraiment vous booster. Et en plus, ces personnes avec qui vous communiquez et qui vont aller commenter vos posts en retour, ça va mettre votre post dans l'audience de ces personnes et donc vous apporter beaucoup plus de visibilité. Donc l'engagement mutuel, c'est quelque chose à prendre très au sérieux et qui peut être vraiment très intéressant. Je vous conseille d'éviter de publier avec la page entreprise. Je sais que beaucoup de monde a envie de faire ça, surtout dans le B2B, mais malheureusement, LinkedIn ne met pas en avant les pages entreprises et les personnes ont du mal à s'identifier parce que ce n'est pas une personne qui parle directement. C'est beaucoup plus simple de justement créer différents comptes pour une page entreprise, quitte à ce que ce soit des faux comptes si jamais vous n'avez pas envie de publier avec votre compte, et donc de faire connaître ce compte, de lui créer une histoire. Parce qu'après tout, le storytelling fonctionne toujours mieux avec un visage qu'on peut mettre dessus. Par exemple, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Wallaxy. Et à Wallaxy, je pense que que vous en avez entendu parler, on a la méthode Avengers, où on a Amandine Barr, Toinon Georget, Ophélie Farache, même moi, où on publie tous. Et il y a cet effet où on avait tous nos profils qui étaient pareils pour parler de Wallaxy. Il y avait marqué Wallaxy partout. Et bien sûr, bah, ça nous met en avant. Et les personnes, à force de voir notre nom apparaître, de voir la même charte de couleurs, etc., bah, bien sûr, ils retiennent Wallaxy et ils vont voir notre site, etc., etc. Donc vraiment, vous aurez beaucoup plus d'ampleur si vous publiez avec un ou des profils perso qu'avec juste une page entreprise, oui, à laquelle les personnes n'arriveront pas vraiment à s'identifier. Aussi, bien sûr, je vous conseille d'éviter de publier sans stratégie de contenu parce que si jamais vous n'avez pas d'objectif et que vous publiez un peu aléatoirement par-ci par-là, vous aurez une portée moindre et surtout votre audience ne sera pas vraiment celle qu'il vous faut peut-être. Parce que si vous commencez un sujet sur le SEO, le lendemain vous voulez parler crypto, etc., mais que vous ne boostez pas chaque domaine en même temps, mais un mois un domaine, un autre mois un domaine, vous avez des chances de perdre l'audience qui était là pour le SEO, d'en gagner une en crypto, mais quand vous reparlez SEO, elle est plus là, etc. Le mieux, si jamais vous voulez parler de plusieurs sujets, c'est de le faire dans les mêmes semaines si possible. Si jamais vous voulez publier par plaisir, c'est cool, mais dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas forcément pour vous créer une audience. Aussi, bon voilà, ça c'est d'autres petits conseils pour gagner en visibilité. Il faut éviter de modifier un post après publication parce que LinkedIn va baisser votre nombre de vues. Et il faut éviter de publier avec moins de 12 heures entre deux posts parce que ça a un effet cannibaliste. Donc, c'est-à-dire que votre post qui sera publié plus récemment, il va totalement empêcher l'autre post d'être montré. C'est comme si LinkedIn disait, je peux pas en mettre deux en avant en même temps. Donc voilà, si jamais vous voulez éviter qu'un post se perde, eh ben, il va falloir donner au moins plus de 12 heures d'écart entre vos deux posts. Et maintenant, on va passer à la grande étape, comment prospecter sur LinkedIn. Donc, vous savez publier sur LinkedIn, votre profil est optimisé, vous êtes prêt à prospecter sur LinkedIn. Alors, on a une petite to-do de tout ce qu'on doit faire pour prospecter sur LinkedIn. Il va falloir établir son persona, pouvoir le trouver avec des filtres LinkedIn, donc il faut faire très attention à ce qu'on attend, segmenter les recherches LinkedIn, établir une campagne de prospection et travailler l'accroche. Alors, pour établir votre persona, donc comme je l'ai dit au tout début, LinkedIn n'est pas forcément le réseau adapté pour choisir un âge ou un genre. Donc, il va falloir plutôt se focaliser sur ce qui est trouvable avec des filtres LinkedIn. Alors, ça va être plutôt les métiers, le domaine d'activité, s'ils sont intéressés par de la concurrence. Donc, ça, c'est des petites étapes plutôt cool. Mais par exemple, vous pouvez aller sur les posts LinkedIn de vos concurrents et aller récupérer toutes les personnes qui ont aimé leur publication et leur envoyer un message, par exemple, Hello, bah, j'ai vu que tu as aimé tel outil, écoute, moi, figure-toi que je sors un outil un peu moins cher, il est en bêta si jamais tu veux le tester, etc. Ça me ferait grave plaisir. C'est bête, mais c'est là que vous pouvez récupérer l'audience en premier. Et voilà, je pense que ça revient un peu au même qu'en SEO, ou plutôt en SEA, devrais-je dire, quand on est sur Google et que quand on tape un site web, il y en a un autre qui apparaît en dessous en sponsorisé. C'est un peu la même chose, sauf que vous allez le faire à la main. Alors, ensuite, on va aller segmenter les recherches.
Donc, quand on va ici, imaginons que je cherche des sales. Ok, sauf si mon ordi ne veut pas trouver des sales. Ok, on est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les personnes, parce que clairement, on n'est pas là pour chercher des jobs ni rien. Et là, on va avoir différents filtres. Déjà, il faut savoir un truc important, c'est que même si LinkedIn vous dit qu'il affiche plus de 50 millions de résultats, c'est totalement faux. En fait, à chaque fois, peu importe votre recherche, vous pouvez vérifier par vous-même si vous ne croyez pas, LinkedIn n'affiche que 100 pages avec 10 profils par page. Donc finalement, vous n'avez accès qu'aux 1000 profils, les 1000 premiers profils de la recherche. Le mieux, si jamais vous voulez réussir à accéder à tous les profils, donc, c'est de segmenter la recherche pour n'avoir que des bons profils et n'en avoir que moins de 1000. Parce que dans ces 52 millions de résultats, ce que LinkedIn ne vous dit pas, c'est qu'il n'y a pas que des sales dedans. Voilà, des fois, vous pouvez tomber sur des coiffeurs, des personnes qui ont fait sales pendant 2 mois quand ils étaient au lycée, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut segmenter, parce que là, c'est pas du tout segmenté. Donc déjà, imaginons que moi, je vais aller chercher des sales qui sont second degré, donc des personnes qui sont connectées avec quelqu'un que je connais, parce qu'au moins, il y a cet aspect, la personne a plus de chances de m'accepter parce qu'elle sait qu'on a quelqu'un en commun, on a une relation en commun, donc ça donne beaucoup plus envie de se rencontrer. On peut choisir la localisation. Donc, si je dis Bordeaux, par exemple, hop, déjà combien j'ai de résultats? J'en ai plus que 5400. Donc, déjà, on change pas mal. Vous pouvez faire différentes villes petit à petit pour récupérer 1000 prospects dans chaque ville, etc. Bon, la current company, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais on a plein d'autres filtres. Par exemple, on peut aller chercher l'école que la personne a faite, l'industrie dans laquelle elle est. Donc, imaginons que moi, je veux chercher des personnes qui travaillent dans la technologie, l'information et Internet, qui parlent français, même si ces filtres-là ne sont pas forcément très utiles. Et voyons voir sur quoi on tombe. 588 résultats. Bah, parfait, on est à moins de 1000. Donc là, ça veut dire que j'ai accès aux 588 résultats pour de vrai. Ces personnes-là, je peux toutes les contacter si je le veux parce qu'elles sont de second degré. Et maintenant, il va falloir choisir ce que je veux dire à ces personnes. Donc, on va aller sur la suite. Alors, maintenant, on va devoir établir une campagne de prospection. Déjà, pour établir la campagne de prospection, il faut être sûr de quel est notre but. Pourquoi on veut contacter cette cible? Est-ce que c'est pour leur vendre notre produit? Est-ce que c'est pour leur demander leur avis sur quelque chose? Est-ce que c'est pour proposer un service? Est-ce que c'est pour nous faire connaître? Ça peut être pas mal de choses. Il faut l'établir à l'avance. Il faut être sûr que cette campagne, de A à Z, elle va vous permettre d'arriver à ce but si jamais elle fonctionne. Et aussi, il faut vous poser la question, est-ce que vous voulez seulement aller sur LinkedIn? Parce que vous pouvez faire du multicanal si vous voulez. Vous pouvez commencer sur LinkedIn et ensuite continuer par mail. Vous pouvez essayer de trouver le numéro, appeler la personne. Il y a beaucoup de solutions qui sont faisables. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez rester sur LinkedIn ou si vous voulez utiliser plein d'autres canaux pour contacter la personne. Ensuite, il faut choisir quelle séquence. Votre campagne de prospection, est-ce que ça va être juste un message? Est-ce que ça va être une demande de connexion puis deux messages? Est-ce que vous allez visiter le profil avant? Est-ce que vous voulez suivre la personne, commenter un post à elle avant d'interagir avec elle? Il y a beaucoup de choses à se poser dessus parce qu'en fait, le but d'une campagne de prospection, c'est que tous vos prospects euh, aient la même expérience. Donc, le but, c'est que vous choisissiez quelque chose de mutuel et pas que ce soit bon, alors telle personne, je vais lui faire ça, mais telle autre personne, je vais lui faire ça, ou sinon, c'est différentes campagnes de prospection. Mais dans ce cas-là, il faut être sûr, parce qu'à la fin, vous devez pouvoir statistiquement dire si votre campagne a fonctionné, et si elle n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il faut changer dedans. Donc, si jamais vous n'avez pas utilisé la même méthode sur tout le monde, vous allez avoir du mal à vraiment établir si votre campagne a réussi ou non. Et ensuite aussi, il faut être sûr de savoir quand est-ce qu'on relance et quand est-ce qu'on s'arrête. Moi, je vous propose très sérieusement de vous arrêter si la personne n'a pas répondu après deux messages. Si après deux messages, la personne ne vous a pas répondu, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Voilà, c'est dur, mais c'est vrai. Il y a très peu de monde qui va vous dire non, je ne suis pas intéressée. Et c'est à vous de vous dire elle n'est pas intéressée avant que ça devienne du harcèlement. Parce que le problème, c'est que si ça devient du harcèlement, la personne va vous bloquer, vous mettre en spam et votre compte LinkedIn va en être affecté. Vous allez être moins montré. Peut-être que vous allez directement passer dans les spams dès que vous allez envoyer un message et c'est très nocif pour vous parce que ça va vous affecter pour
toute la prospection que vous allez faire ensuite. Donc, ce que je vous conseille, moi, la campagne de prospection que j'adore, c'est de visiter le profil pour montrer son intérêt, ensuite d'envoyer une demande de connexion. La demande de connexion, je vous conseille de la faire sans note, parce qu'avec note, vous avez une chance que la personne ne vous accepte pas tout de suite, parce qu'une note, c'est qui tout double. Voilà, avec une note, c'est qui tout double. Soit la personne ne va pas aimer votre message et ne va pas vous accepter, soit elle va vous accepter, mais elle ne va pas vous répondre, et du coup, vous allez vous prendre un vent pour pas grand-chose. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer une demande de connexion. Une fois que la personne vous a accepté, vous lui envoyez un message, vous lui envoyez un message expliquant pas vraiment pourquoi vous la contactez. On va en parler après plus sérieusement, mais il faut éviter de d'abord vous vendre. La personne, elle va pas vous accepter si vous vous vendez en premier. La personne, elle veut qu'on la comprenne avant tout. Donc, je vous conseille de faire un premier message pour être sûr que la personne a besoin de vos services ou alors peut être intéressée par vous. Et comme deuxième message, une réponse qui explique en conclusion pourquoi vous pouvez lui apporter de l'aide ou du moins plus de précision sur tout ça. Ou tout simplement une relance toute bête comme est-ce que vous avez le temps de lire mon message du dessus. Donc voilà, ça c'est des petits conseils, mais on va voir ça plus sérieusement. Alors, voici des accroches que j'ai réellement reçues. Des accroches à ne pas faire. C'est des accroches qui m'ont un peu choquée, prise de court, on va dire. La première, comme vous le voyez, donc c'est une personne qui m'a envoyé, comment dire, qui m'a envoyé une demande de connexion sans note. Donc je l'ai acceptée parce que j'accepte beaucoup plus facilement quand je n'ai pas de note, parce que je me dis que sûrement c'est une personne qui a vu mes vidéos ou c'est un client potentiel. Donc j'accepte beaucoup plus facilement sans note. Et sauf que là, donc, je reçois un message déjà le vendredi à 20h, c'est pas forcément le moment le plus adapté pour moi, qui dit accéder aux solutions numériques sur le modèle d'abonnement, inscription gratuite et un lien. Ok. Et sinon, qui es-tu? Et c'est quoi ton service? Est-ce que ça va m'aider? Il n'y a pas eu de question, il n'y a rien eu par rapport à moi, c'est vraiment juste de la vente directe. Et ensuite, la personne me renvoie un message comme vous pouvez le voir, assez agressif. Donc, je l'ai laissé en vue. Et ça, c'est un truc à ne pas faire. Il a clairement perdu, je pense, beaucoup d'opportunités avec ce message. Ensuite, vous avez deux demandes de connexion que je n'ai clairement pas acceptées. La première, déjà, est en anglais, donc la personne n'a pas pris le temps de lire mon profil qui est en français et que je n'avais pas traduit en anglais, du moins que je sache, donc il n'est qu'en français. Et donc, la personne ne fait que se vendre dans le message. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, voilà, n'a même pas forcément dit pourquoi elle me contactait, bien que je sais très bien qu'elle va me proposer ses services. Il y a zéro proposition de service. C'est vraiment j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, cool, merci. C'était sympa ce petit moment de vente, mais voilà, tu t'es vendu toi, mais tu ne m'as pas vendu vraiment ce que tu pouvais m'apporter. Tu n'as pas cherché à savoir ce que j'avais. Parce que quand j'ai reçu ce message, j'étais encore qu'en CDI. Donc vraiment, est-ce que je vais pouvoir t'aider dans ce que tu me vends? Pas forcément. Et enfin, le dernier message euh, n'est pas personnalisé. Ça, c'est un truc que je, que je n'aime pas forcément avec la prospection, l'automatisation de la prospection. Et je vais vous montrer après qu'on peut personnaliser avec l'automatisation de la prospection. Mais ici, ça n'a pas du tout été automatisé, enfin comment dire, ça n'a pas du tout été personnalisé. Et donc, la personne me prouve dès ses premiers mots qu'elle ne sait pas si je suis euh, un homme ou une femme ou non-binaire, etc. Mais elle ne sait pas qui je suis. Elle n'est pas capable de donner mon genre. Et tout de suite, elle propose ses services sans encore une fois me demander ce que je veux. Et en plus, bon, ça c'est le petit truc en plus. Je sais plus si c'est le titre de sa boîte, mais le je vais vous aider à booster avec un Z, ça m'a fait frissonner les oreilles. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les accroches à ne pas faire. Si vous faites ça, vous allez tellement perdre des opportunités que ce serait dommage. Et je sais que c'est des accroches qui peuvent venir à l'esprit quand on écrit, parce que quand on écrit, c'est pas forcément le moment où on pense à la personne. C'est le moment où on se dit, OK, la personne, je veux lui donner mes services, hop, il faut que je parle de mes services. Non, c'est là qu'est l'erreur. Et c'est pour ça qu'on va voir tout de suite ce qu'on peut faire. Et youps, je suis partie trop loin. Alors, pour travailler l'accroche. Donc, votre accroche, elle doit soit répondre à une problématique, soit dedans, vous devez vous intéresser au prospect, soit vous devez donc comprendre avant de vendre. Ça revient un peu au même, mais c'est tout de même différent.
Ce que je veux dire par là, c'est que une personne sera beaucoup plus enthousiaste si vous prenez le temps de prouver que vous avez compris qui elle était, que vous avez regardé son profil, etc. Même si vous l'avez pas fait. Là, vous cherchez des sales à Bordeaux, des sales qui sont dans la technologie, dans Internet, etc. Pourquoi ne pas tout simplement dire Hello? Déjà, pas besoin de dire chère personne, parce que vous allez devoir genrer. Essayez de ne pas genrer votre texte, ce sera beaucoup plus simple. Donc, hello Intel, ou hello virgule, tout court comme vous préférez. Euh, j'ai vu que tu étais sales. Il se trouve que je vends un service pour faciliter la vie aux sales. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et encore là, vous vous vendez peut-être un peu trop. Vous pouvez même faire mieux. Ça peut être votre deuxième message. Votre premier message, ça peut être quelque chose comme Hello, j'ai vu que tu étais sales. Est-ce que à tout hasard, tu aurais des problèmes pour tes CRM? Est-ce que tu trouves que ton CRM ne te facilite pas assez la vie? Vous pouvez faire des choses comme ça. Le but, c'est d'apporter une problématique. Donc ça peut pas être plus simple si vous vendez un service, un produit, etc. Vous avez les problématiques normalement. C'est quelque chose que vous avez dû penser depuis des lustres déjà avant de créer votre produit. C'est les problématiques auxquelles vous allez répondre. Bah là, vous prenez ces problématiques et vous vous dites, OK, telle cible, elle a telle problématique. Et ben, je vais lui demander si elle a telle problématique pour de vrai. Parce que déjà, c'est le moment d'être sûr. Comme une étude de cas, vous êtes sûr. Est-ce que la personne vraiment elle a cette problématique? Et si elle vous répond oui, parfait. Bah écoute, moi je te propose de tester mon outil gratuitement, tiens, etc., etc. Et là, vous êtes beaucoup plus ouvert. La personne est beaucoup plus ouverte parce que vous l'avez écoutée. Vous lui avez demandé d'abord si elle était intéressée par justement solver une problématique. Et donc, vous allez facilement plus déboucher vers une vente. Et c'est pour ça qu'on va aller vers des conseils. Alors, au niveau des conseils, déjà, si vous avez une panne d'idées, on ne va pas passer par quatre chemins, on est à une ère où il y a des IA, je vous conseille directement d'aller vers les IA. Alors, pas en écrivant n'importe quoi, mais vous pouvez justement prompter très sérieusement. Donc, moi, je dis surtout ChatGPT dans ce genre de cas, mais je vous conseille de vraiment prompter ChatGPT. Donc, c'est-à-dire lui dire en détail ce que vous voulez, quelle est votre cible, le métier de votre cible, etc., etc., et ce que vous aimeriez lui dire. C'est vraiment important parce que ChatGPT peut vraiment vous aider si vous prenez le temps de le prompter. Et donc, il peut vous donner des idées d'accroche, il peut vous donner des idées de phrases tout court que vous pouvez dire. Et une fois que vous avez fait ça, je vais directement au dernier point. Je vous conseille de vérifier autour de vous si cette accroche peut fonctionner. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander à des proches, mais si jamais vous avez peur qu'ils ne soient pas forcément très vrais dans leurs critiques, parce que c'est vrai que des fois nos proches ne veulent pas forcément vous blesser ou ne prennent pas la tâche au sérieux, il faut vous le demander à vous-même. Très sérieusement, est-ce que moi, j'aimerais qu'on me contacte comme ça? Et des fois, ben, on peut se rendre compte que non, finalement, on n'aurait pas répondu à ce message-là. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de vous là-dessus, eh ben, vous pouvez faire un test, c'est-à-dire l'envoyer vraiment à des personnes et c'est tout simplement A/B tester. Donc vous envoyez allez, on va dire 10 personnes tel message et si jamais les personnes ne répondent pas, vous faites une variante. Vous envoyez à 10 personnes. Ok, ça plaît un peu plus. Je vais essayer avec un autre paramètre de changer. Ok, ça fonctionne. Bon, on va changer encore un paramètre. On va revenir à l'original, etc., etc. Et peut-être que vous allez perdre quelques opportunités, mais encore si c'est des groupes de 10 personnes, c'est pas grand-chose sur tous les humains sur Terre. Vous voyez, là, j'avais 588, il me semble, sales à Bordeaux. Si vous prenez juste 80 ou 88 personnes pour tester vos messages avant d'envoyer aux 500 prochains, vous avez tout de même 500 personnes qui vous restent à contacter. C'est énorme. Et si ces 500 personnes, vous êtes sûr qu'elles répondront bien parce que vous avez pris le temps de tester des groupes de 10 avant, bah, c'est génial, franchement. C'est bien mieux que si vous aviez directement lancé votre première version aux 588 personnes et que vous aviez seulement 1% de réponse. Ensuite, bien sûr, très important, il faut utiliser un CRM. Alors, si jamais vous n'avez pas forcément de CRM, vous pouvez utiliser Notion, Google Sheet, c'est déjà des bons CRM en soi. Ça va vous permettre de savoir à quelle étape vous en êtes avec chaque prospect, de noter chaque prospect aussi que vous avez prospecté et les prochaines étapes qu'il reste, si la personne est plutôt encline ou pas encline à ce que vous la démarchiez, etc., etc. C'est vraiment très utile. Donc, vous pouvez aussi utiliser Zoho, HubSpot, Pipedrive, Salesforce. Il y a beaucoup de CRM. Mais voilà, si jamais vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez vraiment tout simplement commencer par un fichier comme, enfin quelque chose comme Notion, Google Sheet, Excel, c'est déjà très bien en soi.
tant que vous notez où sont vos prospects et à quelle étape vous en êtes avec eux. Ça va aussi ça va aussi vous aider à ne pas vous perdre. Mais sinon, voilà, ça me semble tout de même important. C'est pas de la pub pour Wallaxy, bien que j'ai travaillé pour eux, mais automatiser la prospection, ça peut vraiment être super cool. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que là, vos sales, vous en avez 588, mais clairement, ça va être très long de faire chaque profil un à un. Et moi, j'aime bien l'automatisation pour ça, c'est que là, vous avez juste à prendre le profil pour lequel vous voulez, sur lequel vous voulez importer des leads. Vous créez une liste, donc par exemple, hop, sales Bordeaux Internet. Hop, on crée. Et à partir de là, on peut importer jusqu'à 1000 personnes, vu que bien sûr, il n'y a que 1000 personnes visibles. On valide. Les personnes sont importées. Donc, Wallaxy peut aussi fonctionner comme CRM. C'est ça que j'adore. Enfin, moi, je tiens à dire que j'ai toujours utilisé Wallaxy et que c'est un gain de temps incroyable. Et une fois qu'on est sur Wallaxy, donc, on peut lancer une campagne. Donc là, on n'a plus à se tracasser sur à quelle étape sont les prospects parce que c'est Wallaxy qui va gérer pour vous à quelle étape ça en est. Moi, tout à l'heure, je proposais une campagne visite, puis connexion, puis message, puis message. Bah, vous pouvez directement demander à Wallaxy de faire cette campagne pour vous. Et là, vous avez juste à laisser faire l'outil. Vous rentrez les messages que vous voulez mettre à chaque étape et c'est Wallaxy qui va les envoyer pour vous. Et bon, même si Wallaxy prend du temps à charger, est-ce que je vais avoir... Oui, j'ai ma carte bancaire qui va bientôt s'arrêter. Hop, donc là, c'est des anciennes campagnes, mais donc, comme vous pouvez le voir, ça va vous noter où en sont les prospects à chaque étape, s'ils ont terminé, s'ils ont répondu ou s'ils sont en attente de réponse. Ça va vous mettre les statistiques, super cool parce que vous n'avez pas à les faire. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue là-dedans. C'est trop bien. Euh, oui, donc chaque prospect va être affiché à l'étape où ils en sont. Je sais même pas où est-ce que je peux aller, mais voilà quoi, vous pouvez récupérer, enfin, vous pouvez vraiment noter tous vos prospects là-dedans. Et ah oui, ça va les personnaliser, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que ça va personnaliser vos messages. Si vous voulez envoyer une invitation, ou bien que, encore une fois, je ne préconise pas de mettre une note dedans, vous pouvez tout de même, bon, allez, on va choisir une liste, on va choisir ça. J'ajoute les prospects. Vous pouvez créer un message avec une variable. Hop. Donc là, vous pouvez mettre le prénom, ce qui va faire, comme vous pouvez le voir juste ici, ce qui va faire que la personne va voir son prénom apparaître. Ça va changer pour chaque personne que vous contactez. Vous pouvez faire la même chose avec le nom de famille et vous pouvez faire la même chose avec l'entreprise. Et ça, c'est fou. Parce que là, vous pouvez dire, hop, vous pouvez dire que hello, donc prénom, hop, je vais y arriver. J'ai vu que tu étais sales et donc vous pouvez mettre et qui sera l'entreprise, ou alors si on ne trouve pas l'entreprise de la personne sur Wallaxy, et ton entreprise m'intéresse euh, beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez du mal avec la gestion CRM? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider. Hop, c'est tout simple. La personne va voir un message personnalisé. Vous n'avez pas perdu de temps du tout parce que vous allez envoyer ce message, mais Wallaxy va automatiquement l'envoyer aux 588 personnes. Et donc, vous n'avez pas à faire un à un les personnes. Et en plus, voilà, dedans, c'est CRM intégré, etc., etc. Donc ça, c'est un truc que je conseille grandement. Et je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux parce que souvent, voilà, on pense que, comment dire, on pense que automatiser la prospection, c'est nocif et que ça va mal se passer, alors que vraiment, si on utilise bien les outils d'automatisation de prospection, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre au sérieux. Et bah, je pense que maintenant, on va passer aux questions. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à toi, Karine, pour cette présentation complète et ces démos. Avec plaisir. Alors du coup, on va passer donc à la session donc de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section qui se trouve à droite de votre écran. Donc il y a une petite section questions et vous pouvez poser vos questions.
Alors, on a déjà quelques questions. Alors, on a une question sur Wallaxy. Est-ce que Wallaxy est gratuit? Est-ce qu'il y a une version Oui, gratuite? oui, oui, il y a une version gratuite. Alors, je sais plus ce qu'elle propose exactement parce que je sais qu'ils changent souvent un peu, enfin, ils changent avec le temps et les nouvelles fonctionnalités. Mais il y a toujours une version gratuite, oui. Ça, c'est une valeur chez Wallaxy. Ils essayent de toujours faire une version gratuite pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Super. Euh, deuxième question sur Wallaxy de Nathalie. Donc, comment est-ce que Wallaxy récupère les données sur LinkedIn? Alors, en fait, je sais qu'on dirait pas, mais rien que quand on est dans les profils visibles, donc comme je montrais sur LinkedIn, tous les profils de résultats d'une recherche, en fait, dans les données, dans le code source, on a accès déjà aux informations visibles sur le profil. Donc, Wallaxy, en fait, en faisant des requêtes, va juste scanner ces informations-là et les afficher directement sur le CRM. Mais en fait, c'est un peu en direct, c'est-à-dire que on voit juste quand vous êtes connecté, quand vous n'êtes plus connecté, on ne peut pas mettre à jour, on affiche juste les anciennes informations qu'on a pu récupérer la dernière fois que vous étiez connecté. Donc, du coup, c'est des informations qui sont visibles et une fois que vous vous connectez, et ben du coup, si la personne affiche son email, on sera capable de voir son email, etc., etc. Et donc de vous aider à lui envoyer un email si vous le voulez. Ok, très clair. Euh, alors, on a Nathalie qui demande justement où trouver Wallaxy sur LinkedIn. Du coup, je suppose que donc on a Wallaxy et qu'on va donc connecter à notre compte LinkedIn plutôt. Hmm. C'est ça. En gros, Wallaxy, c'est une extension Chrome et donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se connecter avec LinkedIn. C'est directement en téléchargeant l'extension Chrome que dès que votre LinkedIn est ouvert, Wallaxy peut se connecter et donc vous le verrez dès que vous faites une recherche, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui est possible à faire avec Wallaxy, Wallaxy va être affiché sur votre LinkedIn. Et dès que, par exemple, vous supprimez LinkedIn, dès que vous supprimez Wallaxy, et ben, il apparaît plus sur votre LinkedIn ou si vous fermez votre LinkedIn, Wallaxy ne peut plus s'ouvrir. C'est vraiment connecté l'un à l'autre. Ok. Euh, Encore une autre question du coup par rapport à Wallaxy. On a Anna qui demande si il faut choisir la version premium pour avoir une meilleure qualité dans sa prospection. Les versions premium, elles vont surtout aider sur d'autres points. Avec la version gratuite, vous allez déjà avoir presque toutes les fonctionnalités. La version premium, ah, on parle de version premium Wallaxy ou LinkedIn juste pour être sûr? Wallaxy. Wallaxy, ouais. Les versions premium de Wallaxy, ça va surtout donner accès donc aux auto-imports. Donc ça va vous permettre que en boucle, Wallaxy mette à jour vos prospects. Par exemple, si vous voulez que ce soit des personnes, si elles ont commenté un post, elles sont directement envoyées dans Wallaxy. Ou alors si vous avez Sales Navigator, s'il y a des nouveaux prospects, enfin des nouveaux leads dans votre recherche, ils vont être importés directement et passer dans une campagne, etc. Ça va aussi vous permettre de faire du multicanal. Donc, comme je disais au début, si vous voulez faire du multicanal, que vous voulez commencer par LinkedIn, puis finir par email, etc. En fait, si vous prenez Wallaxy, les versions premium, la version business, il me semble, vous allez pouvoir envoyer des emails aussi et on est connecté à Drop Contact qui va du coup récupérer les emails pro de vos prospects s'ils les trouvent. Et donc, comme ça, vous pouvez connecter en étant totalement conforme au RGPD et en pouvant faire un call d'email tout simplement, directement depuis Wallaxy. Ok, parfait. Et du coup, est-ce que tu recommandes un compte LinkedIn Premium pour améliorer sa prospection? Je pense que ça dépend des filtres dont on a besoin. C'est vrai que si sur LinkedIn, les filtres peuvent être assez simplistes pour tout dépend ce qu'on souhaite faire. Donc là, si jamais vous ne trouvez pas les filtres que vous voulez, vous pouvez utiliser Sales Navigator, tout en sachant qu'il y a des astuces. Je vous laisse regarder sur Internet, sur YouTube, etc. Il y a des astuces pour ne pas payer Sales Navigator. C'est pas forcément dit, mais c'est faisable. Donc voilà, si jamais vous déjà il y a une période d'essai d'un mois pour Sales Navigator, donc ça vous permet de savoir si ça vous intéresse. Et voilà, je vous laisse regarder. Mais si jamais vous pensez que Sales Navigator peut vous être utile, mais que c'est vrai que c'est un gros budget à louer par mois, surtout quand on débute, quand on n'a pas l'argent, etc. Voilà, c'est une possibilité à regarder de pouvoir l'avoir gratuitement. Super, merci pour cette réponse. Et- Alors maintenant, on a quelques questions sur la prospection.
Alors, du coup, on a Marc qui demande si, en général, il faut faire un message court ou long pour le premier message. Et deuxième petite question en lien, en cas de non-réponse au premier message, est-ce que tu as un temps idéal avant de relancer le client? Alors, déjà, je conseille d'avoir moins de 300 caractères pour un message, parce que au-dessus, en fait, la personne va pas forcément vouloir tout lire, etc. Souvent, dès les premiers 100 caractères, on est capable de savoir si ce que la personne nous dit va nous intéresser ou non. Donc, à la limite, je conseillerais plutôt de rentrer en détail dans le deuxième message, surtout si la personne a répondu. Et si elle n'a pas répondu, ben, on peut tout de même compléter notre premier message. Mais dans le premier, je conseille d'être assez, comment dire, assez j'ai pas le mot qui vient, mais de rester exactement, de rester concis. Et entre les deux messages, je conseille de laisser au moins 2 jours, du moins plus de 24 heures, parce qu'il est possible que la personne soit en vacances et ne réponde pas tout de suite. Et des fois, ça peut avoir l'effet inverse de relancer très rapidement. La personne peut juste se sentir attaquée et dire oh, 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 laisse-moi, je rentre de vacances, tranquille, tranquille. Donc, des fois, c'est bien de laisser un peu de temps. Donc, je dirais au moins 2 jours. Déjà, 2 jours, c'est bien, surtout si par exemple vous avez envoyé un message le vendredi. Bah, des fois, la personne, peut-être qu'elle a pris son lundi, donc elle le verra que le mardi. Donc, c'est cool de vachement quand même écarter les jours. Alors, on a une autre question. Alors, est-ce que tu utiliserais la même stratégie pour de la prospection B2B? Oui, bah alors moi, c'est. Enfin, comment dire, j'ai fait pas mal de métiers B2C, pour. pardon. Voilà. Ah, B2C? B2C, Ok, ouais. ouais, ouais. Parce que justement, c'est vrai que ça, c'est plus pour B2B. Pour B2C, moi, j'utiliserais surtout le fait de publier sur LinkedIn. Je pense que c'est là où il y a le plus de chances de convertir parce que c'est quand on fait du B2C, alors à moins que ce soit un truc précis pour un certain domaine, euh, en général, LinkedIn va pas forcément avoir les filtres qui vont vous aider à vendre. Donc c'est vrai que c'est plus en fait finalement les personnes que vous allez toucher avec vos posts LinkedIn qui vont venir à vous et donc en likant vos posts, là vous pouvez aller les contacter directement en privé et dire hey, bah, t'as liké mon post, est-ce que t'es intéressé par ça, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que voilà, quand on fait du B2C, en fonction de ce qu'on vend, ou de ce qu'on propose comme service, c'est assez compliqué de trouver notre cible sur LinkedIn. Dans quel cas, je conseille carrément de peut-être chercher s'il y a un autre réseau social qui est plus adapté, par exemple Instagram ou TikTok, qui vont aller vers des profils et des filtres beaucoup plus adaptés, ou même Facebook, en fonction de la moyenne d'âge. Et voilà. Hmm, très clair. Alors maintenant, on a une question un peu plus spécifique d'Océane qui demande si on souhaite prospecter des salariés d'entreprise pour une prestation personnelle. Est-ce que tu penses que LinkedIn peut être utile de la même manière? Donc, par exemple, un coach sportif qui voudrait prospecter des salariés d'entreprise. Bah, dans ce cas-là, oui, on peut quand même essayer. Il y a un filtre là-dessus qui est totalement trouvable sur Sales Navigator. Donc, je pense que c'est à essayer parce que j'ai déjà vu des coachs sportifs. Bah, d'ailleurs, il y a un coach sportif que j'avais rencontré qui utilise Walaxy toujours et qui justement trouve ses prospects sur LinkedIn. Je crois que bah, lui, il prospecte peut-être plus les CEO, mais c'est faisable, c'est totalement faisable tant qu'on a les filtres. Franchement, je pense que même si c'est pour des domaines personnels, tant qu'on est sûr de la cible qu'on veut prospecter et qu'elle est trouvable via les filtres LinkedIn, il faut tester. Et puis après, en fonction du taux de réponse, vous saurez s'il faut vous le diriger ou non vers un autre réseau social. Top. Alors, on a pas mal de questions. Du coup, je vais essayer de de les regrouper. Mais Ok. on a une question du coup de Delphine qui demande, donc, puisque c'est mieux d'interagir avec son profil personnel, est-ce que c'est vraiment du coup obligatoire d'avoir un compte pro? Et si oui, quel est l'intérêt d'en créer un, de créer une page entreprise par exemple? Donc du coup, là, j'imagine qu'on est plus pour le côté freelance. Alors perso, je n'ai toujours pas de page entreprise, mais une fois que vous avez trouvé le nom de votre boîte, qu'elle a un site web, etc., je vous conseille vraiment de créer une page parce que c'est tout de même euh, quelque chose avec lequel on peut vous trouver. C'est pas avec ça que vous allez pouvoir prospecter, mais c'est une base sur laquelle les gens peuvent vous trouver via des recherches LinkedIn
S'ils cherchent des boîtes, par exemple, ils peuvent tomber sur la vôtre. Vous allez ressortir dans beaucoup plus de résultats si vous avez le nom de votre boîte qui existe, etc., sur LinkedIn. Donc, ça reste tout de même important de la créer et surtout, en fait, ça va faire moins vide que si vous mettez que vous êtes freelance et que ça va vous afficher le petit carré noir, compagnie un peu vide, etc. C'est beaucoup plus joyeux si c'est le logo de votre boîte. Donc, c'est des petits détails, mais en plus, vous pouvez avoir l'air beaucoup plus professionnel si votre boîte existe sur LinkedIn. Parce que les gens qui vous connaissent pas, ils vont voir que bah, vous avez une boîte et c'est fou, mais des fois, il y a des gens qui savent pas vraiment ce qu'est un freelance et ils peuvent se dire ah ok, c'est bon, c'est une boîte, bah, je prends direct, etc. Alors que des fois, une personne qui a l'air de juste démarrer, parce que c'est un peu le sentiment que ça peut donner, on va moins aller vers elle. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Hmm, top. Euh, alors, on a Marie-Hélène qui demande s'il est possible de prospecter un type de professionnel comme les comités d'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de limite dans le type de personne que l'on prospecte. Euh, Alors, je suis pas forcément sûre d'avoir compris la question, mais on peut chercher. En fait, il faut voir si LinkedIn a les filtres en question pour la question, pour ce genre de choses. Mais en tout cas, en soi, vous n'êtes pas limité. Sur LinkedIn, il y a énormément de personnes différentes. Il y a des étudiants, des retraités, il y a de tout. Tant que la personne a plus de 16 ans, elle est sur LinkedIn. Donc, vous pouvez vraiment tomber sur n'importe qui, chercher n'importe qui. Et je pense que même, vous pouvez utiliser les groupes LinkedIn pour trouver enfin, des certaines personnes. Donc, il faut voir. Et comme je le dis, en vrai, je pense qu'il faut tester. Et si on trouve pas, c'est que c'est pas le réseau adapté. C'est vrai, mieux vaut tester. Alors, on a une autre question de Priscilla qui demande est-ce que tu as une idée de réponse à formuler si, voilà, dans le cas où on prospecte, la personne dit tout simplement qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle n'a pas besoin de notre Euh, solution, par exemple. Si elle n'est pas intéressée, franchement, je pense qu'il faut rester assez concis. Je pense qu'il faut juste lui dire ok, bon, bah, merci pour ton temps, merci de m'avoir répondu, ça fait grave plaisir parce que c'est vrai, souvent on va se prendre des vents. Donc ça fait super plaisir finalement quand quelqu'un prend le temps de nous répondre. Et puis sinon aussi, pourquoi pas, si la personne a l'air ouverte à la discussion, lui dire est-ce que c'est vraiment que ça t'intéresse pas ou est-ce que mon message n'était pas bien? Ça me ferait plaisir d'avoir un retour pour justement éviter que ça m'arrive dans le futur, etc. Vous verrez que vraiment, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à vous aider et c'est pour le mieux, quoi. Alors, autre question, est-ce que tu as une idée du ratio entre le nombre d'envois de messages et le taux de réponse? Le mieux, alors, c'est d'être au-dessus des 25%. Donc, c'est-à-dire que dans tous les messages que vous avez envoyés, il y a 25% de personnes qui ont répondu. Et quand je dis dans tous les messages que vous avez envoyés, j'entends dans les personnes qui vous ont accepté. Parce que si les personnes ne vous ont pas accepté dans leur réseau, de toute façon, normalement, vous pouvez pas leur envoyer de messages vraiment. Donc, il faut prendre toutes les personnes qui vous ont accepté et du coup, regarder le nombre de personnes qui ont répondu. Et si vous êtes au-dessus des 25%, c'est génial. C'est que votre message fonctionne parce que franchement, un quart de personnes qui vous répond, c'est énorme, vraiment. Voilà. Super. J'aurais pas plus de détails là-dessus. Merci pour cette réponse. Alors, on va prendre encore deux dernières questions. J'ai une question de Delphine qui demande si la prospection de LinkedIn sur LinkedIn peut servir en B2B en local, donc plutôt pour les entreprises Euh, proches d'elle. Franchement, oui. Bah, avec le filtre localisation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre la ville où vous êtes et même, pourquoi pas, taper petit à petit les villes aux alentours, même si souvent les personnes mettent la plus grosse ville autour d'elles. Et à partir de là, vous pouvez justement avoir des personnes qui sont locales. Donc, il n'y a rien de mieux, ce filtre-là, localisation. Il est super cool si vous faites du local. Et comme ça, bon, si vous êtes à moins de 1000, mais là, c'est vraiment que vous êtes dans un village, vous aurez toutes les personnes. Et sinon, vous pouvez encore spécifier du coup le métier, vous pouvez spécifier des mots-clés, vous pouvez essayer de chercher tout ça, de spécifier. Jusqu'à tomber à moins de 1000 personnes, et là vous prenez toutes ces personnes petit à petit, etc., 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 et vous allez avoir, je pense, facilement 5000 personnes, si ce n'est plus, à contacter. Donc, franchement, ça peut vraiment fonctionner pour le local. Hmm, super. Euh,
Du coup, alors on peut terminer avec cette question. Alors, quel outil ou méthode tu utilises pour faire de la rédaction de posts sur LinkedIn? Et est-ce que les posts avec des vidéos ou des photos elles ont un meilleur engagement? Pour faire des posts sur LinkedIn, alors moi juste j'utilise Podawa pour les publier. Podawa aussi ça permet de rajouter un engagement en fait. Donc le but c'est pas de se mettre 200, 300 voire 1000 likes. Le but c'est de mettre une petite base qui fait que votre post va être boosté dans les premières 30 minutes et que LinkedIn va le montrer à plus de gens. Et ensuite, je vous conseille surtout de trouver l'heure qui vous semble idéale, de publier et de tester. Encore une fois, moi j'ai vu que, bon aussi c'est la trend en ce moment et donc c'est vrai que suivre les trends ça aide, mais publier une photo de nous ou publier une photo tout court, ça sert beaucoup. Les carousels aussi, ça fonctionne toujours bien si vous espacez, s'il y a beaucoup de blanc dans vos carousels, beaucoup d'espace, etc., et que les informations restent très concises et on va dire qu'elles font 5 lignes maximum, vous avez beaucoup de chances de gagner en visibilité en faisant des petits carousels comme ça. Les vidéos, ça fonctionne pas forcément bien, je trouve, mais ça reste ma vision. Enfin, ça dépend des personnes. Par exemple, voilà, je m'occupe des vidéos d'Amandine Barr et elle, ses vidéos fonctionnent très bien, mais c'est aussi parce qu'elle a un personal branding créé, que les personnes connaissent sa tête et je pense que du coup, quand ils voient sa tête, et ben, tout de suite, ils regardent la vidéo. Donc, c'est peut-être quelque chose à développer une fois que les personnes connaissent notre tête. Avant ça, je pense que c'est cool de commencer par des posts écrits, peut-être mettre une petite photo, quitte à ce que ce soit une photo ou juste un visuel, parce que au moins les personnes, ça va les stopper dans le feed. Parce qu'encore une fois, comme un emoji, sur le noir et blanc, un visuel de couleur, ça directement, notre œil, il est intéressé, il va stopper dessus. Et rien que si la personne reste 5 secondes sur votre post, bah, LinkedIn va plus le mettre en avant. Hmm. Voilà. Super, merci pour ces réponses complètes. Et du coup, Avec merci plaisir. pour ce webinaire. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, il sera disponible en replay. Donc, merci beaucoup, Karine, pour cette présentation. N'hésitez pas à suivre sur LinkedIn Karine. Donc, j'ai mis le lien sur le chat. Donc, elle poste souvent. Donc, voilà, c'est du bon contenu qu'on vous recommande. Et du coup, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Lorsque ce webinaire, je vais y mettre fin, vous aurez une petite enquête de satisfaction qui va apparaître. Donc, ça prend 1 à 2 minutes pour y répondre et ça nous aide à nous améliorer. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux webinaires. Et encore merci à toi, Karine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.